Lorsque Monica Bitts a ouvert le petit coffret de velours qui devait contenir son alliance, elle s'attendait à vivre le moment simple et émouvant que toutes les mariées imaginent. Une respiration tranquille avant la cérémonie. Un aperçu du symbole qui marquerait le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Au lieu de cela, à l'intérieur de ce coffret, elle a trouvé quelque chose d'autre, quelque chose qui allait tranquillement ébranler les fondations de l'ensemble de l'héritage familial des Bitts. Ce qui aurait dû être un moment de joie simple est devenu le début d'une des prises de conscience les plus difficiles que son père ait jamais eu à affronter. L'objet caché à côté de la bague était petit, fragile et facile à ignorer. Pourtant, ce qu'il révélait avait le pouvoir de changer la façon dont Monica comprenait son père, sa famille et l'empire qui avait été construit après des décennies de travail acharné sur le sol gelé du Yukon. Pour la plupart des gens, Tony Bitts est plus grand que nature. Les téléspectateurs de Gold Rush le connaissent comme le patron minier brutal et invincible qui a bâti une fortune grâce à une détermination obstinée et un refus de reculer devant l'impossible. Mais pour Monica, il était plus qu'une personnalité de la télévision ou un mineur prospère. Il était l'homme qui a façonné toutes les leçons qu'elle a jamais apprises sur la force, la loyauté et la survie dans l'une des industries les plus dures de la planète. Monica a grandi au milieu de machines lourdes et au rythme constant de l'extraction de l'or. Alors que la plupart des enfants passent leurs étés à jouer ou à voyager, son enfance s'est déroulée dans le paysage accidenté du Yukon. Le légendaire Klondike n'était pas seulement un lointain morceau d'histoire pour elle, c'était sa maison. Le Klondike est devenu sa salle de classe et l'énorme site minier connu sous le nom de Paradise Hill est devenu le terrain d'essai où elle a appris ce que cela signifiait de porter le nom Bitts. Dès son plus jeune âge, Monica a vu son père passer du statut d'immigrant déterminé à celui de l'un des plus formidables mineurs indépendants de la région. Tony était arrivé au Canada des Pays-Bas avec presque rien, si ce n'est une ambition farouche, et la conviction que le Klondike recelait encore des fortunes qui attendaient la bonne personne pour les découvrir. Cette conviction n'était pas un rêve romantique, c'était une bataille quotidienne menée à travers des températures glaciales, des pannes mécaniques, des risques financiers et l'incertitude constante du monde minier. Grandir dans cet environnement a façonné Monica d'une manière que peu de personnes extérieures à l'industrie peuvent vraiment comprendre. Elle a appris à conduire des excavatrices et des bulldozers massifs avant que de nombreuses personnes de son âge n'aient même décidé de leur carrière. Elle a supervisé des équipes, pris des décisions sous haute pression et prouvé à maintes reprises que les réalités brutales de l'extraction de l'or ne tenaient pas compte du sexe ou de l'âge. Ce qui comptait, c'était la compétence, la résilience et la volonté de continuer à travailler longtemps après que l'épuisement se soit fait sentir. Lorsque la famille Bitts s'est fait connaître grâce à Gold Rush, Monica avait déjà gagné le respect de mineurs chevronnés qui n'étaient pas prompts à faire des éloges. Les téléspectateurs ont admiré sa capacité à se tenir aux côtés de vétérans endurcis de l'industrie. Ils ont vu les échanges acerbes entre le père et la fille, la confiance tacite entre eux et l'histoire puissante d'une famille qui a réussi à s'imposer sur une terre impitoyable. Pour le monde extérieur, Paradise Hill semblait être la réalisation ultime de la vision de Tony Bitts. Une exploitation massive produisant des millions de dollars d'or chaque saison. L'émission l'a présenté comme une machine bien huilée, alimentée par les stratégies audacieuses de Tony et l'éthique de travail implacable de sa famille. C'était l'histoire d'un triomphe d'une persévérance et de la récompense de décennies de sacrifices. Mais derrière chaque histoire de réussite se cache une vérité plus profonde que les caméras capturent rarement. Alors que le jour du mariage de Monica approchait, toute la famille Bitts était confrontée au chaos habituel lié à l'organisation d'un événement majeur en pleine saison minière au Yukon. Dans leur monde, le temps est plus précieux que la plupart des gens ne le pensent. Chaque heure perdue pendant la courte période d'exploitation minière peut signifier des milliers de dollars d'or encore enfouis dans le sol. Les calendriers sont serrés, les nerfs à vif, et même les moments destinés à la célébration se heurtent souvent aux exigences incessantes de l'activité minière. Pourtant, un mariage est censé tout interrompre, ne serait-ce qu'un instant. Monica s'attendait à des rires, à des ajustements de dernière minute et à l'énergie familière de sa famille nombreuse et travailleuse, essayant de concilier travail et fête. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'un objet caché dans une petite boîte en velours allait complètement changer le paysage émotionnel de cette journée. La découverte s'est faite discrètement loin des caméras et du bruit des préparatifs. Monica se préparait avec ses demoiselles d'honneur, entourée de l'excitation et de la nervosité
qui règne dans toutes les chambres nuptiales. Quelqu'un lui a tendu la boîte à bagues, un geste simple qui aurait dû être routinier. Lorsqu'elle l'ouvre, la bague est là exactement à sa place, mais à côté d'elle se trouve quelque chose d'inattendu, un morceau de papier plié. Le papier avait l'air vieux. Les bords étaient usés, et les plis suggéraient qu'il avait été déplié et replié d'innombrables fois au cours de nombreuses années. Ce n'était pas une nouvelle note écrite à la hâte pour l'occasion. Elle portait le poids du temps. Toute personne ayant vu Tony griffonner des notes dans des registres miniers ou des dossiers d'équipement reconnaîtrait cette écriture rude et pressée, façonnée par des décennies de travail dans des conditions difficiles où les gants sont épais, les doigts engourdis et le temps toujours compté. Mais les mots écrits sur ce papier ne ressemblaient en rien aux notes que Monica avait vues toute sa vie. Elles ne concernaient pas le décompte de l'or, ni les réparations de machines ou les livraisons de carburant. Elles étaient personnelles, douloureusement honnêtes, le genre d'honnêteté qui échappe rarement à quelqu'un d'aussi réservé que Tony Beats. En lisant la lettre, Monica s'est rendue compte qu'elle découvrait une facette de son père qui avait été cachée pendant des décennies. L'homme connu pour sa franchise avait écrit sur des moments d'échec dont il n'avait jamais parlé ouvertement. Il décrivait des sacrifices que la famille n'avait jamais compris et des décisions qui lui avaient pesé pendant des années. La lettre révèle le coût réel de la construction de Paradise Hill. Il ne s'agit pas seulement du risque financier ou du travail brutal nécessaire pour extraire l'or du sol gelé, mais aussi du prix émotionnel payé en cours de route. Des relations mises à rude épreuve par un travail sans fin. Des opportunités qui ont dû être abandonnées à la poursuite d'un rêve plus grand. Des morceaux de la propre vie de Tony qui s'étaient discrètement éclipsés alors qu'il se battait pour construire quelque chose de durable pour sa famille. Pour Monica, lire ces mots quelques heures seulement avant de descendre l'allée a été bouleversant. À ce moment-là, elle a dû réconcilier deux images de son père, la légende minière imparable que le monde croyait connaître et l'homme profondément humain révélé par cette lettre. Pour bien comprendre le poids de ce que Monica a découvert, il faut se rappeler comment l'empire de la betterave a vu le jour. Lorsque Tony est arrivé au Canada à la fin du XXe siècle, il n'a pas hérité de titres miniers ou d'équipements. Il a tout construit à partir de zéro. Alors que d'autres mineurs recherchaient de nouveaux territoires et des profits rapides, Tony a souvent adopté l'approche inverse. Il a acheté d'anciens titres miniers que d'autres avaient déjà abandonnés, des terrains que beaucoup pensaient avoir été complètement épuisés. Là où d'autres voyaient l'échec, lui voyaient l'opportunité. Sa stratégie était simple en théorie, mais incroyablement risquée en pratique, acquérir ces titres miniers oubliés et traiter des quantités massives d'or avec un équipement puissant capable de récupérer l'or que les mineurs précédents avaient laissé derrière eux. L'une des décisions les plus audacieuses qu'il a prises concernait les dragues, d'énormes machines flottantes capables de traiter d'énormes volumes de matériaux. De nombreuses personnes considéraient les dragues anciennes achetées par Tony comme de simples reliques de ferraille datant du début du XXe siècle. Leur restauration semblait presque impossible. Mais Tony a fait ce qu'il avait fait toute sa vie, il a refusé d'accepter que quelque chose soit impossible. Il a reconstruit ces machines pièce par pièce. Il a investi d'énormes sommes d'argent et d'innombrables heures pour leur redonner vie. Chaque drague représentait non seulement un équipement, mais aussi un énorme pari sur la réussite de sa vision. Et c'est ce qui s'est passé. Paradise Hill devient progressivement l'une des exploitations minières les plus productives du Klondike. Mais ce n'est jamais l'œuvre d'un seul homme. Minnie, l'épouse de Tony, devient l'épine dorsale financière de l'exploitation, gérant les budgets, organisant la logistique et veillant à ce que l'aspect commercial de l'empire reste stable pendant que Tony se concentre sur les réalités physiques de l'exploitation minière. Les enfants Beats ont grandi en sachant que la mine n'était pas seulement un lieu de travail, mais aussi la mission commune de la famille. Monica a embrassé cette mission avec une intensité qui a surpris même son père. Alors que certains enfants de mineurs finissent par quitter l'industrie, cherchant des chemins plus faciles, loin du froid et de l'incertitude du Yukon. Monica a choisi le contraire. Elle s'est engagée plus profondément dans le travail, déterminée à prouver qu'elle y avait sa place. Faire fonctionner des équipements lourds à des températures inférieures à zéro, faire face à des pannes soudaines lors de poussées de production critiques et gérer des équipes de mineurs chevronnés faisait partie de son quotidien. Sa volonté de faire face aux mêmes difficultés que tout le monde lui a valu une chose inestimable dans le monde minier, le respect. Lorsque les téléspectateurs du monde entier ont commencé à regarder la famille Beats dans Ruée vers l'or, Monica n'était plus seulement la fille de Tony,
mais un élément clé de l'opération. Mais les reportages télévisés montrent rarement toute la vérité qui se cache derrière un empire familial. Ils mettent en lumière les victoires, les confrontations dramatiques et l'excitation de l'or pesant sur une balance. Ce qu'ils ne parviennent pas à saisir pleinement, ce sont les sacrifices silencieux, les doutes et les charges émotionnelles supportées par les personnes qui bâtissent ces empires. C'est ce qui a rendu la lettre trouvée par Monica si puissante. Ce faisant, il a forcé Monica et Tony à affronter une vérité qui avait été cachée pendant des années de succès, à savoir que tout héritage, aussi impressionnant qu'il puisse paraître de l'extérieur, se construit non seulement sur le triomphe, mais aussi sur la lutte, les regrets et les choix difficiles que personne ne voit jamais. La gestion d'une exploitation de la taille de Paradise Hill crée une pression constante. Des équipements d'une valeur de plusieurs millions de dollars doivent être entretenus et remplacés, et des claims doivent être acquis en permanence pour assurer la production future. Les équipes devaient être payées même pendant les longs mois d'hiver où l'exploitation minière était impossible. Les réglementations environnementales, les exigences en matière de licence et les politiques complexes liées à l'exploitation au Yukon exigeaient toutes de l'attention et des ressources. Les marges entre une saison rentable et une saison désastreuse étaient souvent plus minces que les téléspectateurs ne le pensaient. Tony a supporté le poids de toute cette pression, prenant des décisions qui ont affecté non seulement son propre avenir, mais aussi celui de sa famille et de tous ceux qui travaillaient pour lui. Il a acquis la réputation d'être exigeant, parfois dur, ne voulant pas accepter d'excuses ou tolérer autre chose qu'un effort maximal. Les membres de l'équipage qui ne pouvaient pas supporter le rythme ou la pression n'ont pas fait long feu. Même les membres de la famille se retrouvaient parfois sous le coup de la colère de Tony lorsque les choses tournaient mal. Cette dureté a contribué au succès de Paradise Hill, mais elle a aussi engendré des coups qui n'étaient pas toujours visibles à la caméra. Monica a grandi dans cet environnement apprenant qu'il était inacceptable de montrer des faiblesses ou des émotions, que la mine passait avant tout et que les préoccupations personnelles devaient être mises de côté lorsque la production exigeait de l'attention. Elle a tellement intériorisé ces valeurs qu'elles sont devenues partie intégrante de son identité. Lorsqu'elle est tombée amoureuse de Taylor Mays, un compagnon mineur qui comprenait les exigences de la vie au Klondike, leur relation a dû s'adapter à l'horaire de la mine. Leur fiançailles, l'organisation de leur mariage, tout a dû tenir compte du fait que la mine ne cesse jamais d'exiger de l'attention. C'est ce qui a rendu la découverte de la boîte de l'Alliance si choquante. C'était censé être le seul jour, le seul moment où Monica et son bonheur personnel avaient la priorité sur tout le reste. Le fait que Tony ait choisi ce moment pour révéler des vérités douloureuses suggérait soit un mauvais timing, soit une intention délibérée, et Monica devait déterminer laquelle des deux avant de passer devant l'autel. Le mariage qui a failli ne pas avoir lieu. La relation entre Monica et Taylor s'est développée comme la plupart des histoires d'amour du Klondike, dans les moments volés entre les pannes d'équipement, au milieu du chaos, organisé d'un camp minier, avec la conscience constante que la courte saison estivale ne laisse pas beaucoup de place à une cour conventionnelle. Taylor Mays est lui-même issu d'une famille de mineurs, ce qui signifie qu'il comprenait pourquoi Monica pouvait devoir annuler des plans parce qu'une pièce d'équipement critique était en panne, ou pourquoi elle ne pouvait pas s'engager à une date qui tombait pendant une saison de production. Il avait grandi avec les mêmes valeurs, la même compréhension du fait que l'extraction de l'or exige tout de ceux qui y participent. Lorsque Taylor l'a demandé en mariage, il l'a fait à la manière typique des mineurs, sans romantisme excessif ou planification élaborée, mais avec un sentiment authentique et une compréhension de ce qu'ils construisaient ensemble. Monica a dit oui immédiatement, sachant qu'elle avait trouvé quelqu'un qui pourrait être à la fois son partenaire dans la vie et le projet continu de maintien de l'héritage de la bite. Ils commencèrent à planifier un mariage qui devrait avoir lieu pendant l'étroite fenêtre entre les saisons, lorsque le sol était trop gelé pour exploiter les mines, mais avant que tout le monde ne se disperse pour l'hiver. La relation entre Monica et Tony avait toujours été complexe. Elle était clairement sa préférée, à bien des égards, l'enfant qui avait le plus embrassé la vie minière et qui s'était montré la plus capable de poursuivre son héritage. Mais ce favoritisme s'accompagnait de pression. Tony attendait plus de Monica, la poussait plus fort et semblait parfois incapable de séparer sa fille d'un autre membre de l'équipage. Parfois, Monica avait besoin d'une approbation que Tony semblait constitutionnellement incapable de donner, des moments où elle voulait qu'il reconnaisse ses accomplissements non seulement en tant que mineur compétent, mais aussi en tant que sa fille. À l'approche du mariage, ces tensions se sont manifestées par des disputes sur des détails qui semblaient insignifiants.
mais qui avait une signification plus profonde. Monica voulait que son père la conduise à l'hôtel, bien sûr, mais elle voulait aussi qu'il soit présent sur le plan émotionnel, qu'il ne se contente pas de se tenir physiquement à ses côtés, tout en calculant mentalement combien de mètres de terre ils auraient pu traiter dans le temps que prenait cette cérémonie. Elle voulait qu'il reconnaisse que c'était important, que son mariage comptait autant que n'importe quel total de récupération d'or ou d'achat d'équipement. Tony, quant à lui, ne semblait pas à l'aise avec les exigences émotionnelles du mariage. Il pouvait commander une exploitation minière, prendre des décisions impliquant des millions de dollars et résoudre des problèmes mécaniques qui laissaient tout le monde perplexe. Mais gérer les sentiments liés au mariage de sa fille s'est avéré plus difficile. Il faisait des plaisanteries qui n'aboutissaient pas, évitait les conversations sur ce que le mariage de Monica signifierait pour son rôle à Paradise Hill et semblait généralement gérer toute l'affaire avec son franc-parler caractéristique plutôt qu'avec la sensibilité que l'occasion exigeait. Le matin du mariage a apporté le chaos habituel de tout événement majeur compliqué par la réalité d'essayer d'organiser quoi que ce soit au Klondike pendant la saison intermédiaire. Certains invités ont eu du mal à arriver à cause de la météo. Le matériel censé être stocké et sécurisé ne cesse de connaître des problèmes qui détournent les membres de l'équipe des préparatifs du mariage. Minnie s'efforce de maintenir le cap tout en gérant ses propres sentiments complexes à l'égard du mariage de sa fille. Tout le clan Beats semble fonctionner à son niveau de stress habituel, ce qui pour toute autre famille constituerait une crise mais qui pour eux n'est qu'un jour comme les autres. Monica se préparait entourée de ses amis et de sa famille, essayant de se concentrer sur les aspects positifs de la journée plutôt que sur le chaos typique de la famille Beats. C'est alors que quelqu'un, probablement Minnie, lui a tendu la boîte à alliances. Les alliances ne sont traditionnellement pas remises à la mariée avant la cérémonie, mais il devait y avoir une raison pour laquelle Monica avait la boîte en avance, peut-être pour vérifier que tout était prêt, ou parce que quelqu'un voulait qu'elle la voie avant le début de la cérémonie. En l'ouvrant, elle s'attendait à voir son alliance, ce symbole d'engagement et de nouveau départ. L'alliance était là exactement comme prévu, mais la lettre aussi pliée en petit et rangée à côté de l'alliance d'une manière qui indiquait clairement qu'elle était destinée à être trouvée et lue avant la cérémonie. La première réaction de Monica a été la confusion. Quelqu'un a-t-il placé le mauvais article dans la boîte? S'agit-il d'une erreur? Mais lorsqu'elle a déplié le papier et vu l'écriture de Tony, elle a immédiatement su que c'était délibéré. En lisant la lettre, Monica a senti la pièce autour d'elle s'évanouir. Le bavardage excité des demoiselles d'honneur, la musique en arrière-plan, les bruits des préparatifs de dernière minute, tout cela a disparu alors qu'elle absorbait des mots qui ont fondamentalement changé sa compréhension de son père et de l'histoire de leur famille. Le mariage qu'elle avait préparé semblait soudain moins certain, ce que la boîte à alliance contenait vraiment. La lettre que Tony a placée dans la boîte à alliance de Monica lui était adressée spécifiquement et datée de quelques jours avant la cérémonie. Il a commencé par reconnaître que c'était peut-être le pire moment possible, que choisir le jour de son mariage pour révéler ces choses était potentiellement impardonnable, mais qu'il avait essayé de trouver d'autres moments et continuait à perdre son sang-froid. Tony a écrit que regarder Monica se préparer à fonder sa propre famille l'avait forcé à affronter des vérités sur ses propres choix, sur ce que la construction de Paradise Hill avait coûté, et sur les erreurs qu'il avait commises et qui le hantaient encore des décennies plus tard. La première révélation concernait le propre père de Tony, une relation que Tony avait rarement évoquée en public. La lettre expliquait que le père de Tony était un homme dur, quelqu'un qui pensait que montrer de l'affection était une faiblesse, et que les enfants existaient avant tout pour travailler et contribuer au bien-être de la famille. Tony a décrit avoir grandi avec le sentiment que rien de ce qu'il faisait n'était jamais assez bien, que l'approbation était toujours conditionnée par la productivité et le succès. Lorsque Tony a décidé de quitter les Pays-Bas pour le Canada, son père a vu cela comme un abandon, Tony s'enfuyant au lieu de rester pour aider l'entreprise familiale. Ils avaient eu une terrible dispute avant le départ de Tony, des mots de colère qu'aucun d'eux ne pouvait retirer. Le père de Tony lui avait dit qu'il faisait une erreur, qu'il échouerait au Canada et reviendrait en rampant, et qu'alors il ne devait s'attendre à aucune aide. Tony, avec l'arrogance et la colère d'un jeune homme, avait répliqué qu'il réussirait spécifiquement pour prouver à son père qu'il avait tort, qu'il construirait quelque chose que son père ne pourrait jamais égaler. Ils se séparèrent sur ces termes amers, et Tony admit dans la lettre qu'il avait laissé sa fierté l'empêcher de tendre la main pour réparer la relation. Des années plus tard, lorsque Paradise Hill commença à connaître un réel succès,
Lorsque Tony eut acquis sa première drague et produisit de l'or en quantité significative, il avait prévu d'inviter son père à lui rendre visite pour lui montrer ce qu'il avait construit, pour enfin gagner l'approbation qu'il n'avait jamais reçue en tant qu'enfant. Mais avant que Tony ne puisse lancer cette invitation, son père mourut soudainement. Tony a appris la nouvelle des semaines après les funérailles, n'ayant pas eu de contact pendant une saison minière critique. L'occasion de se réconcilier et de montrer à son père qu'il avait réussi d'entendre, ne serait-ce qu'une fois qu'il avait fait le bon choix, s'est évanouie à jamais. Tony a écrit que cette perte avait façonné tout ce qui a suivi. Il s'était donné encore plus de mal, avait construit Paradise Hill, encore plus grand dans le seul but de prouver quelque chose à un homme qui ne le verrait jamais. Et ce faisant, il s'est rendu compte qu'il avait répété bon nombre des erreurs de son père. Il était devenu exigeant et dur avec ses propres enfants. Il avait mesuré leur valeur en fonction de leur productivité au lieu de les aimer simplement pour ce qu'ils étaient. Il avait créé un environnement où l'approbation était toujours conditionnelle, où montrer des faiblesses ou des émotions était découragé, où la mine passait toujours en premier. La lettre continuait en décrivant des regrets spécifiques, des moments où Monica ou ses frères et sœurs avaient eu besoin de lui sur le plan émotionnel et où il avait été trop concentré sur l'exploitation minière pour s'en apercevoir. Les années où son mariage avec Minnie avait souffert parce qu'il ne pouvait pas séparer son identité de Paradise Hill, ne pouvait pas arrêter de travailler assez longtemps pour être présent pour sa famille. Tony reconnaissait que Minnie avait porté un énorme fardeau, élevant leurs enfants, en grande partie seule, pendant qu'il était obsédé par les dragues et la récupération de l'or, et qu'elle avait mérité mieux. Il a écrit sur la pression qu'il avait exercée sur Monica en particulier, sur la façon dont le fait de l'avoir embrassé l'exploitation minière avec tant de capacité et d'enthousiasme l'avait poussé à la pousser encore plus fort au lieu d'être simplement fier d'elle. Il a admis que parfois il ne savait pas comment être son père sans être son patron, que les rôles s'étaient emmêlés d'une façon qui l'avait probablement blessé, même lorsqu'elle semblait trop dure pour le montrer. Il a reconnu que la fierté qu'il éprouvait pour elle se manifestait souvent sous forme de critique, parce qu'il ne savait pas comment exprimer les sentiments les plus profonds sans se sentir vulnérable. Tony a également révélé des réalités financières que la famille n'avait pas entièrement comprises. Il y a eu des saisons où Paradise Hill a été plus proche de la faillite que quiconque ne le savait, lorsque les coûts d'équipement et une production médiocre ont failli les mettre en faillite. Tony a fait des gestes désespérés, pris des risques qui auraient pu tout détruire et porté la terreur d'un échec potentiel, sans en partager le fardeau parce qu'il croyait que protéger la famille signifiait lui cacher sa peur. Il avait refinancé des actifs personnels, emprunté de l'argent qu'il n'était pas sûr de pouvoir rembourser, et tout misé sur des paris qui se sont avérés fructueux mais qui auraient facilement pu ne pas l'être. La dernière partie était la plus émotionnelle. Tony écrivait qu'il aimait Monica et qu'il était fier d'elle d'une manière qu'il n'avait jamais pu lui dire directement. Il a reconnu qu'il avait échoué à bien des égards en tant que père alors qu'il avait réussi en tant que mineur et que s'il pouvait revenir en arrière et rééquilibrer ses priorités, il le ferait. Mais il ne pouvait pas revenir en arrière, il ne pouvait pas défaire les choix faits ou les opportunités perdues. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était lui dire la vérité et espérer qu'elle pourrait apprendre de ses erreurs, qu'elle pourrait construire un mariage et une vie qui ne nécessitait pas de sacrifier le bonheur personnel au profit de la réussite. Il a terminé la lettre en disant que si elle décidait de ne pas se marier après avoir lu cette lettre, il comprendrait et soutiendrait sa décision. Et si elle épousait Taylor, il espérait qu'elle construirait quelque chose de différent de ce que Minnie et lui avaient. Quelque chose qui laisserait de la place à la fois à l'accomplissement et à l'amour au succès et à la présence à la force et à la vulnérabilité. La réaction déchirante de Tony. Lire la lettre a pris à Monica moins de 10 minutes, mais analyser ce qu'elle signifiait lui a demandé du temps qu'elle n'avait pas. Le mariage devait commencer dans quelques heures. Les invités arrivaient déjà. Taylor se préparait, ignorant totalement que le monde entier de Monica venait de basculer. Elle devait décider rapidement si elle devait procéder à la cérémonie ou si ce qu'elle venait d'apprendre nécessitait de tout arrêter pour l'étudier et en discuter. Le premier réflexe de Monica fut de retrouver immédiatement son père et d'exiger de savoir pourquoi il avait choisi ce moment pour faire ses révélations. Mais elle réalisa que confronter Tony, juste avant la cérémonie, garantirait le chaos et ruinerait probablement la journée pour tout le monde. Elle soupçonnait également, connaissant son père, que ce moment n'était pas accidentel ou irréfléchi. Tony avait choisi de mettre la lettre dans la boîte de l'Alliance spécifiquement parce qu'il voulait que Monica la lise avant de faire ses vœux,
et voulait que ces vérités fassent partie de ce qu'elle porterait dans son mariage. Elle prit une décision qui reflétait la dureté que Tony lui avait inculquée. Elle irait jusqu'au mariage comme prévu, ne laisserait pas ses révélations faire dérailler ce jour, mais s'assurerait que Tony comprenne l'impact de ce qu'il avait fait. Elle a soigneusement replié la lettre, l'a remise dans la boîte à bagues à côté de l'anneau et s'est remise à préparer la cérémonie avec un calme qui a impressionné tout son entourage. Aucune des demoiselles d'honneur ne s'est rendu compte qu'il s'était passé quelque chose d'important, que Monica avait juste vu les fondements de son entente familiale ébranlés. La cérémonie elle-même s'est déroulée à merveille, malgré les courants émotionnels sous-jacents que Monica était en train de gérer. Lorsque Tony l'a raccompagnée à l'hôtel, son visage montrait la même dureté contrôlée qu'il apportait dans toutes les situations, mais Monica pouvait maintenant voir la vulnérabilité sous-jacente et reconnaître la peur et le regret que la lettre avait révélés. Elle se demandait s'il pensait à son propre père à ce moment-là, à la réconciliation qui n'a jamais eu lieu, à la question de savoir si le modèle des hommes bits qui sont émotionnellement distants de leurs enfants était enfin brisé ou continuait simplement sous une forme légèrement différente. Pendant les vœux, Monica s'est surprise à penser aux promesses qu'elle et Taylor se faisaient l'un à l'autre et à les comparer à ce qu'avait été le mariage de ses parents. Minnie et Tony avaient construit quelque chose de durable, qui avait survécu à des pressions incroyables et produit une famille et un héritage. Mais la lettre de Tony avait clairement montré que cela avait un coût que Minnie n'aurait pas dû avoir à payer. Monica s'était silencieusement engagée à faire les choses différemment, à s'assurer que son mariage incluait la présence et la disponibilité émotionnelle qui avaient souvent manqué au mariage de ses parents. La réception a apporté l'énergie habituelle de la famille Bits, les mineurs et les amis, célébrant avec la même intensité qu'ils ont apporté à tout le reste. Tony prononça un discours caractéristique brutal et drôle, faisant des blagues sur le fait que Taylor était folle d'avoir épousé cette famille et sur le fait que Monica était plus coriace que la plupart des membres de son équipage. La foule l'apprécia riant des histoires de Tony et de son discours bourru, mais Monica écoutait différemment maintenant. Entendant la distance que son père créait par l'humour, la façon dont il évitait de parler directement des sentiments même dans un contexte où les sentiments étaient attendus et appropriés. Après le discours, le repas, les premières danses et les activités traditionnelles du mariage, Monica trouve un moment pour prendre Tony à part en privé. Elle lui dit qu'elle a lu la lettre qu'ils doivent en parler, mais qu'elle veut qu'il sache qu'elle n'est pas fâchée du moment choisi. Elle comprend, dit-elle, pourquoi il a choisi de révéler ces choses avant qu'elle ne se marie plutôt qu'après. Elle lui dit que la lettre est probablement la chose la plus honnête qu'il ait jamais partagée avec elle et que même s'il faudra du temps pour la traiter, elle est reconnaissante qu'il se soit enfin ouvert. La réaction de Tony est ce qui l'a le plus dévasté. Cet homme qui commandait des opérations minières et faisait face à des pannes d'équipement et à des crises financières sans peur apparente, qui se présentait comme inébranlable et dur, s'est complètement effondré. Il a pleuré comme jamais Monica ne l'avait vu, ni lors d'enterrements, ni après des accidents, ni pendant les pires moments des luttes de Paradise Hill. Il lui a dit qu'il avait été terrifié à l'idée qu'elle le déteste, après avoir lu la lettre qu'elle le considère comme un raté et un hypocrite qui avait sermonné tout le monde sur le travail acharné et la famille, tout en étant absent et exigeant. Il a admis qu'écrire la lettre avait été la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite, plus difficile que n'importe quelle décision concernant l'exploitation minière ou les affaires parce qu'il fallait admettre la faiblesse et l'échec. Il l'avait rédigée des dizaines de fois, ne cessant de l'effacer et de la réécrire, essayant de trouver les mots pour exprimer des sentiments qu'il avait passé toute sa vie à éviter. Il avait failli se dégonfler complètement, remplacer la lettre par une simple note de félicitation, mais il s'était forcé à aller jusqu'au bout parce qu'il croyait sincèrement que Monica méritait de connaître la vérité avant de fonder sa propre famille. Monica a pris son père dans ses bras pendant qu'il pleurait, ce géant de son enfance réduit à quelqu'un de vulnérable et d'humain. Elle réalisa que la lettre, aussi dévastatrice soit-elle, représentait un énorme acte de courage de la part d'un homme qui avait construit toute son identité sur le fait de ne jamais se montrer vulnérable. Tony essayait à sa manière maladroite et imparfaite de briser le schéma qui avait endommagé sa relation avec son propre père, de donner à Monica quelque chose qu'il n'avait jamais reçu, une honnêteté totale sur les coups de la vie qu'ils avaient choisis. Elle lui dit que le fait de connaître la vérité ne diminuait en rien son respect pour ce qu'il avait construit, ni sa fierté d'être sa fille. Paradise Hill reste une réalisation incroyable.
L'héritage est toujours précieux, mais elle est reconnaissante de comprendre le tableau complet, de connaître les sacrifices et les coûts, car cela signifie qu'elle peut faire des choix plus éclairés concernant sa propre vie. Elle peut honorer ce que ses parents ont construit tout en faisant les choses différemment, là où c'est nécessaire. Les conséquences et ce qu'elles signifient pour Paradise Hill. La conversation entre Monica et Tony lors de la réception de son mariage a duré moins de 30 minutes, mais elle a fondamentalement modifié leur relation et déclenché des changements qui allaient se répercuter sur l'avenir de Paradise Hill. Pour la première fois de leur vie, ils se sont parlé non pas comme un patron et un employé, ni même comme un père et une fille remplissant des rôles attendus, mais comme deux êtres humains essayant de se comprendre honnêtement. Tony a fait part de ses craintes pour l'avenir de Paradise Hill, de ses inquiétudes quant à l'évolution de l'industrie minière qui rendrait de plus en plus difficile le maintien d'exploitations indépendantes comme la leur. Monica s'est ouverte sur la pression qu'elle a ressentie pour se montrer digne de l'héritage de Bit et sur la question de savoir si continuer dans l'exploitation minière était ce qu'elle voulait vraiment ou simplement ce qu'on attendait d'elle. Ils n'ont pas tout résolu au cours de cette conversation. Des décennies de modèles ne changent pas en 30 minutes. Et tous deux savaient que Tony reviendrait probablement à sa personnalité de patron exigeant lorsque la prochaine saison d'exploitation minière commencerait. Ils avaient établi qu'une conversation honnête était possible, que la vulnérabilité n'était pas synonyme de faiblesse et que l'héritage familial des Bits pouvait inclure l'honnêteté émotionnelle aux côtés de la dureté et de la réussite. Taylor, lorsque Monica a finalement partagé l'histoire complète avec lui, a eu sa propre réaction compliquée. D'une part, il respectait le choix de Tony d'être honnête avec Monica même si le moment était discutable. D'autre part, il reconnaissait qu'il se mariait dans une famille avec des schémas et des dynamiques profondes qui ne disparaîtraient pas, comme par magie, à cause d'une conversation émotionnelle. Monica et lui ont discuté sérieusement de ce que serait leur mariage, de la question de savoir s'ils continueraient à travailler à Paradise Hill ou s'ils finiraient par voler de leurs propres ailes, de la façon d'honorer l'héritage familial tout en bâtissant leur propre vie indépendante. Ils ont décidé de continuer à travailler à Paradise Hill dans un avenir prévisible, mais en fixant des limites plus claires que Tony en ce qui concerne l'équilibre entre le travail et la vie privée. Ils se sont engagés à prendre de vraies vacances pendant la saison morte, à faire de leur mariage une priorité plutôt que de supposer qu'ils survivraient grâce aux marges de temps laissées par l'exploitation minière. Ils ont également discuté de la possibilité d'avoir des enfants un jour, et du type d'enfance qu'ils voulaient leur offrir, qu'il s'agisse d'élever des enfants dans un camp minier, comme dans l'enfance de Monica, ou de créer quelque chose de différent. Tony, fidèle à sa nature, a lutté pour maintenir l'ouverture émotionnelle que la conversation du jour du mariage avait créée. Lorsque la saison minière suivante a commencé, il est revenu à sa personnalité exigeante et concentrée. Mais il y a eu des moments de petits changements que les membres de l'équipe ont remarqués lorsqu'il a semblé plus disposé à reconnaître la vie personnelle des gens, à accepter que tout le monde ne partage pas sa volonté de tout sacrifier pour la production d'or. Il a commencé lentement et imparfaitement à séparer son identité du succès de Paradise Hill, à reconnaître que sa valeur en tant que père et mari existait indépendamment des totaux de récupération d'or. L'impact plus large sur la famille est devenu clair au cours des mois suivants. Mike et Bianca, les frères et sœurs de Monica, ont pris connaissance de la lettre et ont eu leur propre réaction et conversation avec Tony. Toute la famille a commencé à aborder des schémas et des dynamiques qui existaient depuis des décennies, mais n'avaient jamais été ouvertement discutés. Cela n'a pas toujours été confortable. La famille Bits avait construit son identité autour de la dureté, et cette nouvelle vulnérabilité s'est parfois révélée gênante et forcée, mais il s'agissait d'un travail nécessaire qui aurait dû être effectué des années plus tôt. Pour les téléspectateurs de Gold Rush, rien de tout cela n'est apparu directement devant la caméra. La série a filmé le mariage de Monica et l'a présenté comme une fête joyeuse, ce qui était le cas à bien des égards. Les courants émotionnels plus profonds, la lettre et ses révélations, les conversations sur l'héritage et les regrets, tout cela est resté privé. Les fans ont continué à voir Tony comme le patron minier bourru mais adorable et ont continué à admirer la dureté et le succès de la famille Bits sans savoir que des contes familiaux compliqués se déroulaient en coulisses. La découverte de Monica dans la boîte de son alliance est finalement devenue un catalyseur de changements positifs, mais cela aurait facilement pu se passer différemment. Si Tony avait attendu plus longtemps pour partager ses vérités, si Monica avait réagi avec colère plutôt qu'avec compréhension, si la conversation avait eu lieu à un moment de plus grand stress,
le résultat aurait pu être destructif plutôt que constructif. Le fait que cela ait conduit à une plus grande honnêteté et à des relations plus étroites reflète à la fois le courage de Tony, qui s'est enfin montré vulnérable, et la maturité de Monica, qui a accueilli cette vulnérabilité avec compassion. Tony Beets reste l'un des mineurs les plus prospères du Klondike. Paradise Hill continue de produire beaucoup d'or, et la famille continue de figurer en bonne place dans l'émission Gold Rush. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire complète, qui comprennent ce que Monica a trouvé dans la boîte de son alliance et comment cela a tout changé, la famille Beets représente quelque chose de plus que le succès minier. Il représente la possibilité de briser les schémas destructeurs, d'apprendre des erreurs du passé et de construire des héritages qui comprennent à la fois la réussite et l'amour. Ce que Monica a découvert a changé la famille Beets pour toujours, révélant que même les héritages les plus difficiles sont construits sur des fondations humaines compliquées. Pensez-vous que Tony a fait le bon choix en révélant ses vérités le jour du mariage de Monica, ou que certaines choses devraient rester privées? Partagez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous pour rester au courant des vraies histoires derrière vos familles préférées de la ruée vers l'or. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour plus d'informations exclusives et d'histoires inédites sur le Klondike.